Bonjour à tous. Dans les milieux de la loi de l'attraction, il est une citation qui circule beaucoup, attribuée au physicien Albert Einstein, qui aurait dit « Tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Accordez-vous à la fréquence de la réalité que vous souhaitez et vous ne pourrez faire autrement que d'obtenir cette réalité. Cela n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. » Seulement voilà, Einstein n'a jamais prononcé ces mots. Ils ont été inventés, mis dans sa bouche par les promoteurs de la loi de l'attraction pour donner de la crédibilité à ce qui n'en a pas. Et d'ailleurs, comment Einstein aurait pu prononcer une absurdité pareille ? Accordez-vous à la fréquence de la réalité. Cela impliquerait que la réalité aurait une fréquence, ce qui est objectivement impossible. La réalité est un caractère, le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Mais ce n'est pas un objet ou de la matière au sens d'une particule ou d'une galaxie, ou même de notre cerveau dont on peut mesurer la fréquence de par les pulsions électriques qu'il génère. Mais vous aurez compris que parler de la fréquence de la réalité est une absurdité absolue. Et vous aurez aussi compris que s'accorder à la fréquence de cette réalité est une absurdité encore plus grande. L'être humain n'est pas une guitare. Il ne s'accorde pas pour résonner ou vibrer avec la fréquence désirée, et encore moins avec la fréquence de l'univers. Et cette fausse citation constitue une très bonne introduction à ce qu'on appelle la loi de l'attraction, ou plus largement le New Age, qui consiste pour faire sérieux et avoir de la crédibilité à prendre des concepts physiques tels que la vibration, l'énergie, les fréquences, pour en faire de la métaphysique. Et le pilier le plus connu du New Age, ce n'est pas le seul, mais certainement le plus populaire, est connu sous le nom de la loi de l'attraction. Pour le résumer simplement, c'est une idée selon laquelle une pensée émet une fréquence, et on attire vers soi ce à quoi on pense, ou on attire ce qui est sur la même fréquence. Notre réalité vécue serait donc une projection de nos pensées. Et de cette façon, le monde matériel ou notre réalité vécue peut être modifié par la pensée. L'un des ouvrages qui a popularisé cette idée est le livre Le Secret et le film documentaire du même nom et du même auteur, Rhonda Byrne, publié en 2006 et vendu à plusieurs millions d'exemplaires. On estime qu'il aurait rapporté 65 millions de dollars et autant d'adeptes qui croient dur comme fer à cette idéologie. Le film documentaire Le Secret a beaucoup circulé dans les milieux hollywoodiens et aussi parmi les stars en tout genre comme la célèbre animatrice de talk-show Oprah Winfrey ou encore la star de podcast américain Joe Rogan qui, à ma grande surprise, a largement fait la promotion du Secret. Et la raison pour laquelle je souhaitais faire une analyse critique de ce phénomène est que la loi de l'attraction et tout ce qu'englobe le New Age n'est pas une philosophie légère du développement personnel ou un passe-temps ésotérique auquel s'adonnent ses disciples. Cette idéologie a conduit à des désastres. Certains malades atteints du cancer ont arrêté leur traitement en pensant que la loi de l'attraction allait les guérir ou les soigner, que la pensée positive était plus efficace qu'une chimiothérapie. Mais avant de parler plus en détail du film documentaire et du livre Le Secret et du charlatanisme qui entoure cette idéologie, on va un peu parler de ce qu'on appelle le New Age. Qu'est-ce que le New Age ou l'âge nouveau ou la nouvelle pensée ? C'est un courant de pensée et un mouvement spirituel et culturel qui a émergé dans la seconde moitié du XXe siècle, principalement dans les années 70 et 80. Ses racines sont diverses et s'étendent à travers plusieurs traditions spirituelles, religieuses, philosophiques, intégrant ou mélangeant ésotérisme, néopaganisme, mysticisme, psychologie transpersonnelle, méditation, yoga et même l'écologie. Autant dire un cocktail parfait pour la dégénérescence créé sur mesure pour des gauchistes en pyjama. Le New Age n'a pas de fondateur unique ou une origine précise. Il s'agit d'une convergence de courants de pensée et de pratiques spirituelles qui ont évolué au fil du temps. Et il est caractérisé par une approche holistique de l'univers avec l'accent sur la croissance personnelle, l'éveil spirituel, la guérison intérieure et l'harmonie avec la nature et l'univers. Rien que ça.
Parmi les figures emblématiques de ce courant de pensée, on trouve Elena Petrovna Blavatsky, une occultiste russe cofondatrice de la Société théosophique en 1875, un mouvement qui cherchait à explorer l'unité sous-jacente des religions du monde, et plus récemment des auteurs et penseurs tels que Eckhart Tolle ou Eckhart Tolle ont joué un rôle significatif dans la popularisation et la formation des idées associées au New Age. Et je vous parlerai un peu plus tard, vers la fin de ce podcast, d'Eckhart Tolle, afin de vous dire ce que j'en pense. Pour revenir au secret, le film documentaire qui a fait de la loi de l'attraction un phénomène mondial, il fait défiler une série de personnalités qui ont soi-disant fait l'expérience du secret et sont devenus riches, successful. Certains déclarent avoir guéri d'une maladie grâce à la loi de l'attraction, mais on apprend surtout que les intervenants du documentaire sont des scam artistes, des charlatans, des arnaqueurs, comme Bob Proctor, qui se servait de sa notoriété pour monter des scams MLM. Le MLM, c'est le Multi-Level Marketing, le marketing multiniveau, qui est une espèce de Ponzi, c'est-à-dire que les nouveaux entrants attirent de nouveaux clients, et l'idée, c'est pas de vendre un produit, l'idée, c'est surtout d'attirer de nouveaux intervenants, comme dans une pyramide de Ponzi. Et Bob Proctor, très connu sur Internet, sur les réseaux sociaux, a été épinglé pour ce type de pratique. D'autres encore ont utilisé leur audience pour monter de faux fonds de pension qu'ils étaient censés investir, puis reverser les dividendes aux investisseurs qui étaient aussi leurs élèves, où on a réalisé après qu'il n'y avait pas de fonds de pension, qu'ils ont utilisé cet argent de manière personnelle, qu'ils n'ont rien investi, et ceux qui ont investi pour faire du trading ont perdu de l'argent. Bref, scam sur scam, du charlatanisme et du vol, qui utilisent et exploitent la loi de l'attraction, et c'est peut-être le seul truc qu'attire la loi de l'attraction, les pigeons. Ils se sont servis de leur audience comme de pigeons qui allaient plus tard investir sur du MLM, du trading ou quelque autre connerie que ces gourous ont à vendre. Et sans épiloguer sur les détails de qui a fait quoi, qui a fini en prison, qui a été attrapé, etc., c'est pas le but de cette vidéo. Essayez simplement de conserver l'idée centrale que beaucoup d'intervenants de ce documentaire, Le Secret, ont été alpagués pour fraude. Et il y a un YouTuber qui en parle très bien, dont je me suis servi pour réaliser cette vidéo. Les informations qu'il a données dans sa vidéo YouTube sont extrêmement intéressantes. Je vous mettrai cette vidéo qui a fait près de 2,7 millions de vues en description de ce podcast. C'est un Américain qui s'appelle James Jani et qui a fait justement une vidéo pour débunker cette question de la loi de l'attraction et notamment le secret dont il parle en détail. Et on voit dans sa vidéo YouTube défiler tous ces scam artistes, ces arnaqueurs, et il explique ce qu'ils sont devenus. Et ça, c'est important à comprendre pour les plus naïfs d'entre vous qui sont tombés sur une vidéo, un short, un reel sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui vous dit « Voilà, j'ai pensé pensée positive et j'ai guéri d'un cancer, j'ai pensé à telle chose et je suis devenu riche, j'ai pensé à une maison et c'est devenu la mienne. » Tous les gens qui vous racontent ce genre de conneries, faut savoir que la plupart sont des scam artistes. C'est des menteurs. Ils sont payés ou ils tirent bénéfice de ça par leur audience. Personne n'a jamais guéri d'un cancer par la pensée positive. Faut arrêter les conneries. Le contrôle du stress est un paramètre important dans le traitement d'un cancer, comme le sucre ou la consommation de sucre est un paramètre important. Réduire sa consommation parce que il se trouve que les cellules cancéreuses raffolent du sucre. Mais voilà, c'est de la médecine, c'est de la science, c'est pas de la loi de l'attraction. Et l'une des raisons du succès de la loi de l'attraction, malgré le charlatanisme qui l'entoure, c'est que le principe est séduisant. Tes pensées attirent à toi ce que tu désires. Tu peux manifester tout ce que tu veux par la pensée. Argent, richesse, santé, amour. Et si tu vibres entre deux grandes parenthèses avec la bonne fréquence, tu obtiendras ce que tu désires. Voilà en somme ce que ça raconte. Et les gens fragiles sont très sensibles à cette idéologie. C'est le même mécanisme que pour les religions. Lorsqu'on est malade, faible, pauvre, on espère la solution magique. On est, en d'autres termes, vulnérable.
Et surtout, comme pour les religions, c'est basé sur la culpabilité. Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est toujours de ta faute. Tu n'as pas assez pensé, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez bien vibré, tu n'es pas assez pur, tes intentions n'étaient pas assez bonnes. Et donc, si ça ne marche pas, ton coach ou ton gourou n'est jamais coupable. C'est de ta faute. Tu n'as pas assez bien manifesté. Tu n'es pas allé sur la bonne fréquence. Et c'est ce qui rend cette idéologie toxique. Vous imaginez ce que ça met dans la tête des gens. Si tu as chopé un cancer, c'est que tu n'as pas assez bien manifesté. Si tu es pauvre, c'est que tu ne vibres pas sur la bonne fréquence. Et vous imaginez la connerie absolue de cette façon de penser. Par exemple, quelqu'un qui est né au Tchad, c'est pas à cause de ses vibrations qu'il est pauvre. Quand tu nais dans un pays de merde, tu peux vibrer, penser positif autant que tu veux, il se passera jamais rien. Le Tchadien peut penser autant positif, il peut vibrer dans tous les sens qu'il veut, il sera jamais aussi riche que le Norvégien, que le Suisse ou que le Canadien. Hein. Le Suisse, sans vibrer, ça se passera bien pour lui. Il n'a pas besoin de penser à une fréquence ou de penser positif. Il a la chance de naître dans l'une des plus grandes démocraties du monde, dans l'un des pays les plus développés techniquement, socialement au monde. Donc, quand tu es né en Suisse, tu as plus de chances que celui qui est né au Tchad. Point. Ces conneries de la pensée qui attirent la richesse, il y a aussi le contexte, il y a aussi la réalité. Il y a aussi ce qu'on appelle le déterminisme. Pour moi, la vraie seule loi de l'attraction qui attire vers toi le bon et le mauvais, c'est surtout le déterminisme. Je suis désolé, quand t'es né en Suisse ou en Norvège, t'auras pas le même destin que celui qui est né au Tchad, c'est tout. Ça veut pas dire que le Tchadien n'aura jamais aucune chance de réussir, ça veut simplement dire que ça sera beaucoup plus compliqué pour lui. Et lorsqu'on regarde la loi de l'attraction dans le détail, je dirais que c'est même pire que les religions abrahamiques. C'est même pire que les religions conventionnelles ou traditionnelles. Parce que dans le concept de Dieu, il y a quand même le concept de miséricorde, de pardon, de salvation. Dans la loi de l'attraction, il n'y a rien de tout ça. Et pour moi, c'est un concept terrible. La loi de l'attraction, c'est quand même un truc qui te dit, si t'arrive des malheurs, c'est de ta faute. C'est que tu as mal pensé. C'est que tu es peut-être mauvais. Et si t'arrive des choses bien, ben c'est que t'as bien vibré, que l'univers a résonné avec toi, que t'as attiré vers toi les bonnes choses. Vous imaginez la toxicité de cette pensée? C'est quand même un truc qui te dit, si t'as chopé un cancer, ben c'est de ta faute, c'est parce que t'as pas pensé positif. Si t'est arrivé un accident, c'est de ta faute, c'est parce que t'as pas pensé positif. Et vous aurez compris que c'est une absurdité absolue. Il y a des gens bien, bons, optimistes, positifs, à qui il est arrivé des malheurs. Ça n'a rien à voir. C'est des choses qui arrivent dans la vie, c'est tout. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que même dans ce côté prétendument léger du New Age et de la loi de l'attraction, il y a un niveau de toxicité extrêmement élevé. Une idéologie qui te dit si t'arrive des malheurs, c'est que t'as mal pensé, ou c'est que t'es négatif, ou c'est quelque part à cause de toi, est une idéologie extrêmement toxique. Et il est important de ne pas commencer à amalgamer tout et n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens bons qui pensent positif, qui n'ont aucun problème de pensée ou de négativité, à qui il arrive des problèmes, des emmerdes. C'est la vie. Il n'y a aucune corrélation, aucune. Et le New Age est extrêmement critiqué dans le domaine médical, comme je l'ai évoqué pour les questions de malades qui ont des maladies graves, qui abandonnent leur traitement parce que leur gourou leur a dit si vous pensez positif, ou encore d'autres gourous du type si tu prends du jus de carotte, tu vas guérir de ton cancer. Et t'as des gens qui ont abandonné leur traitement parce que t'as un débile qui baigne dans le New Age qui leur a raconté des salades. Et c'est aussi beaucoup critiqué dans le domaine de la thérapie et de la psychiatrie. Parce que dans le New Age, on a aussi le volet, on va traiter la dépression par la pensée positive. Et la réalité, c'est que non, la dépression est une maladie, et une maladie grave. Ça ne se traite pas par la pensée positive, ni par le yoga, ni par les vibrations. Ça ne guérit pas la dépression. La dépression implique beaucoup de choses. C'est un déséquilibre chimique, hormonal, thyroïdien parfois, qui doit être pris en charge, qui doit être traité sérieusement.
par des protocoles. Des dépressions légères peuvent se traiter par une thérapie. Des dépressions plus graves doivent se traiter par la médication. C'est la différence entre le psychologue ou le psychothérapeute et le psychiatre. Le psychologue va te traiter par la parole, c'est ce qu'on appelle faire une thérapie. Le psychiatre, c'est un autre niveau. Le psychiatre est un médecin, c'est un médecin spécialiste. Quand tu arrives au psychiatre, c'est que la situation est suffisamment grave et là tu vas passer à de la médication pour arriver à rétablir ou à contrôler ton état psychique. Et les charlatans qui veulent traiter la dépression par le New Age, par la pensée positive, par la vibration, sont un danger. Parce qu'ils s'attaquent à un domaine qui dépasse leurs compétences. Et j'ai envie de dire que c'est là que le New Age devient dangereux. Les gens qui consomment du New Age comme on peut consommer du développement personnel, on a tous lu au moins une fois dans notre vie un livre de développement personnel, Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle. C'est pas méchant tant que tu lis ça pour ce que c'est. Mais ça devient dangereux lorsqu'il y a collision entre des problèmes psychiatriques sérieux et la pensée positive et la loi de l'attraction. Lorsqu'il y a collision entre des maladies sérieuses qui nécessitent médication et la pensée positive et la loi de l'attraction. C'est là que ça devient dangereux. C'est quand l'ésotérisme commence à parasiter le médical. Et c'est cette partie-là du New Age qu'il faut combattre. Si tu me dis, moi je lis du New Age pour me détendre, j'ai bien aimé tel ou tel livre, pourquoi pas ? Tant que tu prends pas ça au premier degré et tu te mets à penser positif pour régler une maladie grave, j'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'homme. Mais il y a eu mort d'homme lorsque des gens ont pris ça au premier degré et ont arrêté leur traitement pour se soigner avec de la pensée positive et du jus de carotte. Et il faut savoir qu'il y a eu 2 étapes dans l'histoire ou dans l'évolution de la loi de l'attraction. Il y a eu l'étape soignée par la pensée, et le précurseur de cette idée est Phineas Kimby. Il théorise cette idée de guérir par la pensée, et il affirme avoir lui-même soigné sa tuberculose par la pensée. Et il a un ouvrage post-mortem qui a été publié après sa mort en 1921 qui s'intitule The Kimby Manuscripts, les manuscrits Kimby. Et ça doit être quelqu'un qui les a compilés et publiés parce que Kimby meurt en 1866 et le livre est publié, ou le manuscrit est publié, ou la série de manuscrits est publiée en 1921. Et on va dire qu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, la loi de l'attraction, c'était essentiellement autour de la santé. Voilà, pensez positivement et vous allez guérir. Pensez à la guérison et vous allez guérir. Initié par ce fameux Kimby, qui proclamait avoir lui-même guéri de la tuberculose. Et petit à petit, le volet santé a fait place au domaine de l'argent. Ce n'est plus penser pour guérir, mais penser pour devenir riche, avec des ouvrages comme The Science of Getting Rich, la science de l'enrichissement, de Wallace Wattles, publié en 1910. Avec la même idée, nos pensées peuvent changer notre monde matériel, donc pensez argent, pensez positif, et vous allez devenir riche. Mais celui qui a fait exploser le phénomène, parce que jusqu'à présent c'était une niche, il y avait quelques initiés, quelques intéressés qui lisaient ce type d'ouvrage, que ce soit Kimby ou Wallace Wattles, mais celui qui a rendu ça ou transformé ça en phénomène planétaire, c'est Napoleon Hill, ou Napoleon Hill, H-I-2-L, avec Think and Grow Rich, Pensez et devenez riche, publié en 1937. Il n'y a pas un seul gourou, pas un seul coach, pas une seule personne qui a nagé dans le développement personnel qui n'a pas lu ou entendu parler de Think and Grow Rich de Napoleon Hill, publié en 1937, un best-seller mondial. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est aussi l'une des plus grosses supercheries de tous les temps. Oui, Think and Grow Rich est une arnaque. Dans le livre de Hill, comme dans le livre de Wallace Wattles, on découvre le même script, la même base commune à la loi de l'attraction. Vos pensées attirent la richesse vers vous. Et c'est un livre dans lequel Napoleon Hill affirme avoir rencontré les hommes les plus riches des États-Unis qui lui ont donné leurs secrets pour la réussite, notamment Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches et les plus influents des États-Unis,
à l'époque, qui avait fait fortune dans la métallurgie. Et Hill raconte que c'est Andrew Carnegie qui l'a missionné pour interviewer les hommes les plus riches des États-Unis pour apprendre les origines et les mécanismes de la richesse et du succès. Mais ce qu'on apprendra plus tard, c'est que c'est un mensonge total. Le biographe d'Andrew Carnegie affirme que ce rendez-vous n'a jamais eu lieu et qu'il n'a jamais missionné Napoleon Hill pour réaliser cette enquête. Et c'est logique. Vous imaginez une seconde, l'homme le plus riche des États-Unis, Andrew Carnegie, était plus riche que Rockefeller et plus riche que JP Morgan. Il a fait dans la métallurgie une fortune colossale. Vous imaginez un homme aussi riche demander à un mec banal, Napoléon Hill, il est rien du tout, quoi. C'est un mec qui a bricolé, qui a monté des affaires à droite à gauche. Et Andrew Carnegie, l'homme le plus riche des États-Unis, missionne ce gars pour lui dire « Tu vas interviewer les autres hommes d'affaires richissimes d'Amérique et essaye de comprendre comment ils sont devenus riches pour en tirer une espèce de loi de la richesse, de règle de la richesse, de méthode de la richesse. » Vous comprenez que ça n'a aucun sens. Imaginez aujourd'hui Elon Musk qui va missionner un journaliste pour lui dire « Va faire le tour des États-Unis, interroge les 10 personnes les plus riches des USA, Tim Cook, Bill Gates, Warren Buffett, et tu leur demandes comment ils ont fait, et après tu écris un livre où tu expliques les lois de la richesse. » Vous comprenez la débilité du truc. Donc Napoleon Hill invente cette histoire. Il n'a jamais rencontré Andrew Carnegie et il a encore été moins missionné. Et lorsqu'on s'intéresse à ce personnage, qui est-il ? Napoleon Hill, ce gars, il sort d'où ? Eh bien, on réalise que c'est un scam artiste. C'est un mec qui systématiquement bricole des trucs, bricole des affaires, il fait faillite et il recommence. En 1907, 30 ans avant la publication du livre Think and Grow Rich, il gérait une scierie en Alabama qui a fait faillite et il a été accusé de fraude. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des crédits auprès des banques, il achetait du bois et il le revendait à prix cassé. Donc il détruisait la concurrence, il empochait l'argent et forcément il a fait faillite, c'est pas viable. Il achète du bois, il le revend moins cher, il n'a jamais remboursé la banque et forcément il a été accusé de fraude. En 1909, il monte encore une autre arnaque, cette fois-ci pour apprendre à former des jeunes à monter des voitures. Donc il crée un collège bidon, mais en réalité il utilisait cette école pour avoir de la main-d'œuvre gratuite. Les jeunes arrivaient chez lui, il ne les payait pas parce qu'il leur disait « vous êtes en formation ». Les gars, ils fabriquaient des voitures, ils faisaient du montage, et derrière, lui, c'était son business. C'était de la main-d'œuvre déguisée, de la main-d'œuvre gratuite et déguisée. Et en plus, il avait fait un scam MLM du multi-level marketing, c'est-à-dire qu'il donnait 3 $ aux étudiants qui ramenaient de nouveaux étudiants. Donc à chaque fois que tu ramènes 3, 4, 5 étudiants, tu as 3 $ par tête d'étudiants ramenés. Donc il cumulait main-d'œuvre gratuite et système MLM. Et il y a un article très intéressant de Gizmodo, c'est un journal en ligne, qui retrace toutes les arnaques de Napoleon Hill. Et cet article explique que ce fameux génie ou autoproclamé génie des affaires qui a découvert le secret de la richesse est un scam total, et malgré ça, il est cité par tous les influenceurs, par tous les gourous, par tous les coachs comme Tony Robbins. Il n'y a pas un coach, je vous le dis, il n'y a pas un coach, un gourou en développement personnel qui vous a pas une fois sorti Think and Grow Rich. Réfléchissez et devenez riche en français, qui est, vous le savez maintenant, un scam, une arnaque intégrale. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 2-3 bonnes idées dans le livre, mais c'est souvent du bon sens. Mais toute l'histoire autour de cette rencontre avec Andrew Carnegie, le milliardaire, et cette mission pour interviewer les hommes les plus riches des États-Unis, tout ça c'est faux, c'est bidon. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Napoléon Hill a menti ? Pourquoi il a monté toute cette histoire pour écrire un livre ? Parce que je vais vous avouer quelque chose. Dans l'absolu, ce n'est pas un mauvais auteur. C'est-à-dire que ces livres sont agréables à lire. Et notamment l'un de mes livres préférés, parce que oui, j'ai lu du Napoleon Hill, et c'est pour cette raison que je peux vous en parler. Il a écrit un livre qui s'intitule « Plus malin que le diable ». Et c'est pour moi son meilleur livre. Pourquoi ? Parce que pour commencer, il n'a pas menti. Il n'a rien inventé de spécial dans ce livre, il n'a pas monté d'histoire bidon. Et dans ce livre, l'auteur met en scène un échange avec le diable qui lui donne les ficelles de la réussite.
avec des passages plutôt intéressants pour l'époque, où il parle de l'école qui forme de la chair à canon, qui n'apprend pas aux jeunes hommes à entreprendre, mais plutôt à être dociles et soumis au système de production, au système industriel à l'époque. Et on découvre au travers de ce livre que, Napoléon Hill sait écrire. C'est pas un mauvais auteur en fait, il doit avoir une bonne formation, ou plutôt bonne formation littéraire. L'échange fictif avec le diable rend le texte très intéressant et très ludique, parce que c'est deux personnes ou une personne avec une entité métaphysique qui dialoguent pour aborder des sujets très sérieux de l'économie, de la formation. Et ce livre, Plus malin que le diable, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Et je me suis dit, quand je l'ai lu, mais pourquoi il, qui aurait pu être un bon auteur sans scammer personne, s'est lancé avec son autre livre, Think and Grow Rich, réfléchissez et devenez riche, s'est lancé dans cette idée bidon de rencontre avec Carnegie, etc. Et par contre, c'est un livre qui s'est beaucoup mieux vendu que Plus malin que le diable. Et ensuite, j'ai fini par comprendre. Et c'est une raison assez simple. Le scammer a compris quelque chose de très fort en marketing, qui est que il faut quelques éléments de vérité pour rendre la chose intéressante et pour gagner la confiance de l'audience. Pourquoi Plus malin que le diable, qui est intéressant, n'a pas eu le succès mondial qu'a rencontré Think and Grow Rich? Parce que c'est une fiction. Parce que les gens se disent, bon, c'est un auteur qui invente un échange fictif avec le diable, bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Alors que dans son autre livre, il dit, j'ai rencontré un milliardaire. Un vrai, un homme de la vie, pas un personnage fictif. Et ensuite, je suis allé interroger tous les autres milliardaires des États-Unis qui ont réussi. Et maintenant, je vais vous donner leurs secrets. Et voilà ce qui rend le livre intéressant. Et voilà aussi le pilier du scam. Le scammer en général, ou l'arnaqueur, ne va jamais tout inventer. Il va commencer par des éléments de vérité pour rassurer son audience ou ses victimes, parce que là en l'occurrence on peut parler de victimes, et une fois qu'ils sont en confiance parce qu'ils ont des éléments de vérité ou des éléments vérifiables, il va balancer du bidon, il va balancer un narratif qui n'existe pas. Et voilà comment les gens se font arnaquer. Ils font confiance à la personne parce qu'ils connaissent Andrew Carnegie, ils voient qui c'est, un milliardaire, ils se disent si ce mec a missionné Napoléon Hill, ben c'est qu'il est sérieux. Et forcément, ça attire beaucoup plus de personnes, ça attire une audience beaucoup plus importante qu'un narratif qui consiste à dire c'est une fiction où je parle avec le diable et le diable me donne les conseils de la réussite ou les clés de la réussite. Et voilà comment on en arrive à ce type de mensonge. Mais Napoléon Hill, très honnêtement, n'est pas le plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'au final, il n'a fait que vendre un livre. Un livre sur le succès, aussi mensonger soit-il. Donc au pire, t'as perdu 15 €. Voilà, t'as acheté le livre, tu découvres que c'est une arnaque. Peut-être que t'as trouvé 2-3 bons conseils, tout n'est pas à jeter, mais il n'y a pas mort d'homme, voilà, t'as pas perdu des fortunes. Ça devient dangereux, où le New Age, le coaching, la loi de l'attraction, la pensée positive, toute cette idéologie devient dangereuse lorsque ça conduit à des dérives. Notamment avec des gens comme Tony Robbins aux USA, aux États-Unis, ou des gens comme David Laroche en France, qui proposaient des coachings qui pouvaient aller jusqu'à 10 000 € le pack Titanium. À tel point que la Miviludes, l'organisme chargé de surveiller les comportements sectaires en France, s'est intéressé à son cas suite au signalement de certains proches. Et on a un article de Marianne que je vous mettrai à l'écran au sujet de David Laroche, un article publié le 4 août 2020, ça commence à dater mais c'est toujours d'actualité, qui nous dit David Laroche, la vedette du secteur dans l'Hexagone, rassemble des centaines de personnes lors de ses conférences. Ce jeune entrepreneur propose des stages en petit comité, vend à prix d'or près de 10 000 € pour le programme Titanium, une immersion de 5 jours dans un hôtel privatisé pour l'occasion. Son succès est la partie la plus visible de l'iceberg du coaching, qui attire de plus en plus d'adeptes en quête de bonheur. Et le journal continue au sujet du développement personnel d'une façon générale en nous disant « Le développement personnel est loin de toujours tenir ses promesses de bonheur. L'absence d'encadrement du coaching favorise les abus. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Miviludes, a notamment enregistré
49 signalements sur ce secteur depuis janvier 2018. Les stars dominent le palmarès avec 18 alertes visant David Laroche et 7 visant Franck Nicolas. Des proches nous ont fait état de situations de dépendance totale et de soumission inconditionnelle au coach qui devient le seul référent pour résoudre tous les problèmes. Certains individus sont poussés à abandonner leur travail, leur famille ou leur conjoint pour adopter la vie proposée par le leader, détaille la Miviludes auprès de Marianne. Et cet article résume en somme le problème de ces dérives, parce que je vous ai dit, autant vous avez déboursé 15 ou 20 euros pour acheter un livre, c'est pas la fin du monde, autant débourser 10 000 euros, voire plus, dans un coaching titanium, ça commence à devenir dangereux. Des gens se sont endettés, se sont surendettés. Et la Miviludes est intervenue suite au signalement des familles. C'est les familles, les conjoints, les parents qui ont vu des personnes dériver, devenir complètement addictes du gourou. Le gars te dit, j'ai une formation à 10 000 euros, toi tu vas prendre un prêt bancaire ou un prêt, vous savez, les trucs avec les taux d'intérêt extrêmement élevés, parce que les banques ne vous prêteront jamais pour ça. En général, c'est toujours des organismes un peu bidons, je ne vais pas donner de nom, mais vous voyez le genre, quoi. Ils vous prêtent 10 000 euros à 10% ou à 15%. Le truc, vous n'aurez jamais fini de rembourser les intérêts. Et les familles ont signalé ces dérives sectaires à juste titre. Et il faut comprendre qu'il n'y a rien qui justifie 10 000 euros pour un coaching. Il faut arrêter le délire. 10 000 euros pour apprendre à penser positif, c'est n'importe quoi. C'est du délire. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation de personnes fragiles. Si tu es prêt à dépenser 10 000 balles pour qu'on t'apprenne la vie, sachant qu'on va rien t'apprendre, hein, on va te sortir les conneries que tu trouves dans un livre à 20 balles, c'est un peu triste. C'est triste et dangereux. Quand on arrive là, c'est que tu es au bout de ta vie. Et ces coachs le savent. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que la personne qui dépense 10 000, 15 000, c'est même monté dans certains cas à 30 000 euros pour une immersion dans un hôtel pendant 5 jours à faire des séminaires, des conférences. Les gens qui te font payer ça savent très bien que tu es un débile total. 10 000 euros les 5 nuits pour assister à 5 conférences, prendre des notes sur un carnet, les mêmes notes que tu aurais pu prendre en lisant un livre de 20 balles, t'es un débile total. T'as des problèmes, t'es en dépendance affective, t'es en dépendance tout court, t'es admiratif de ce gourou, c'est pour ça que c'est la Miviludes qui s'intéresse à ça, c'est une dérive sectaire, et quand tu commences à dépenser ces montants, t'as besoin d'aide. T'as besoin qu'on t'aide. T'es en fragilité absolue, t'as besoin d'un soutien à ce stade. Et même moi qui suis plutôt un libéral et qui ne suis pas en général pour l'intervention de l'État, pour ce genre de choses, je pense que c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que les gens qui échangent sur le marché du coaching ne luttent pas à armes égales. Le libéralisme ne peut fonctionner que quand on lutte à armes égales. C'est-à-dire que la personne qui te vend quelque chose te donne aussi les moyens de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, te donne l'intégralité des informations, te permet de juger, te permet d'avoir ton libre arbitre. Mais si d'un côté, on a des manipulateurs pervers, des psychopathes qui sont prêts à te vendre des formations à 10 000 balles, quitte à te laisser t'endetter, quitte à te proposer eux-mêmes l'endettement. Ils vont te proposer de payer en 10 fois, en 20 fois. Ils vont tout faire pour que tu puisses débourser cet argent. Donc il y a ces gens-là d'un côté, et en face, il y a des gens fragiles, peu informés, en dépendance affective. Le libéralisme ne peut pas fonctionner dans ces conditions. Le marché libre ne fonctionne que quand l'acheteur et le vendeur ont accès aux mêmes informations. Mais quand tu as un pervers narcissique d'un côté et un naïf en dépendance affective de l'autre, il ne peut pas y avoir de marché égal. On ne peut pas conclure de marché juste. Et voilà pourquoi la Miviludes intervient, et c'est très bien qu'ils interviennent dans ce genre de situation et qu'ils surveillent ce qui se passe dans le monde du coaching, qui n'est pas un monde régulé. Donc il n'y a pas d'ordre, ils font ce qu'ils veulent. Il y a un ordre des médecins, il y a un ordre des architectes. Si je fais une bêtise, ou si je facture une prestation au-delà de ce qu'elle devrait être, ou si j'arnaque un client, je me ferai radier de l'ordre des architectes. Pourquoi ? Parce que c'est une profession réglementée. Pareil pour la médecine. Le problème du coaching, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre des coachs. Donc on ne peut pas te radier
pour ce type d'activité. On ne peut pas te radier pour manipulation, arnaque, scam, etc. Il n'y a que la justice qui peut faire son travail lorsqu'il y a plainte, lorsqu'il y a signalement de la famille, etc. Donc voilà pour la partie danger de tout ce monde du New Age, du coaching, de la loi de l'attraction. Il y a d'abord un danger au niveau de la pensée elle-même. Comme je vous l'ai dit, c'est une pensée extrêmement culpabilisante. Si t'es pauvre, c'est ta faute. Si t'es malade, c'est ta faute. Si t'es pas bien, c'est ta faute. T'as pas assez bien pensé, t'as pas assez bien réfléchi, t'as pas pensé suffisamment positif, t'as pas vibré avec l'univers, toutes ces conneries. Donc extrêmement toxique, extrêmement culpabilisant comme courante pensée, si on peut appeler ça comme ça. Et l'autre volet, ben, c'est les arnaques, c'est les dérives financières, c'est des montants absolument exubérants qui exploitent des gens fragiles, des gens en dépendance affective, des gens désespérés, en leur faisant croire qu'il y a une solution magique dans le New Age, en pensant bien. Je vais t'apprendre à penser positif pour 10 000 balles. Tu veux penser positif, tu prends les 10 000 balles, tu vas en vacances, tu vas t'amuser, quoi. Tu reviendras, tu seras très bien. T'as pas besoin de donner ça à un coach en développement personnel. Ou tu te payes un thérapeute. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, paye-toi un thérapeute. C'est un budget, mais ça te coûtera beaucoup moins cher. C'est 150 balles la consultation, ça te coûtera beaucoup moins cher. Tu seras pas ruiné. Quoique ça peut aller très vite, les thérapeutes. Il y a des gens sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont dépensé 20 000, 30 000 balles. À coût de 150 balles la semaine, ça va très très vite. C'est un truc de riche, la thérapie. Mais au moins, le thérapeute, il est réglementé, il est surveillé, il a une formation. Les dérives, même s'il y en a dans le monde de la thérapie, sont moins nombreuses, je dirais, que dans le domaine ou dans le monde du coaching, qui n'est pas du tout réglementé. N'importe qui peut s'improviser coach, n'importe qui. Le dernier des branleurs, il s'invente coach, il te vend un truc, il te propose des consultations à 150 balles la semaine. Le der des der peut s'improviser coach parce que justement ce n'est pas réglementé. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre qui surveille ces activités. Et une autre évolution plus récente de la loi de l'attraction qui est venue renforcer la théorie New Age, c'est l'expérience de l'observateur, qui est une véritable expérience en physique quantique, mais qui a largement été pervertie, dévoyée pour servir les théories farfelues de certains. Et pour le résumer simplement, l'expérience de l'observateur dans un contexte scientifique fait référence à la manière dont l'observation d'un phénomène peut être influencée par celui qui observe. Voici une explication très simple. Lorsqu'une personne, l'observateur, mesure ou observe quelque chose, sa présence, ses attentes ou sa manière de mesurer peuvent influencer le résultat. Cela est particulièrement notable en physique quantique, où l'acte d'observation peut changer le comportement de particules élémentaires, comme le montre l'expérience de la double fente. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette expérience, je vous mettrai un lien en description qui montre en image, en détail, ce que raconte cette expérience, en quoi elle consiste. Et pour le dire simplement, cette expérience a révélé que des particules telles que les électrons peuvent se comporter à la fois comme des particules lorsqu'on observe et comme des ondes lorsqu'on n'observe pas. Il crée donc un motif d'interférence sur l'écran placé derrière les fentes, ce qui est caractéristique d'un comportement ondulaire. Cela signifie que chaque électron passe en quelque sorte par les deux fentes à la fois, comme une onde le ferait. Et l'expérience de l'observateur est un mystère de la physique quantique qui a retourné le cerveau à beaucoup de physiciens. Parce qu'on est dans le monde de la matière. Et comment le fait d'observer, et ce qu'on appelle un observateur, c'est pas nécessairement une personne, ça peut être un outil de mesure, ça peut être une caméra, ça peut être un capteur. Quelque chose qui mesure ou qui regarde l'expérience change le résultat. Lorsqu'on observe ou qu'on regarde l'expérience ou qu'on la mesure, les électrons se comportent comme des particules, comme de la matière, c'est-à-dire qu'elles passent par les deux fentes et forment derrière les deux fentes deux lignes droites, et chaque électron passe par une fente, il n'y a pas un électron qui passe par les deux fentes en même temps, mais lorsqu'on n'observe pas, eh bien, les électrons se comportent comme des ondes. Et il forme un motif d'interférence. Que vous ayez compris l'expérience en détail ou pas, ça a peu d'importance. Ce qu'il faut comprendre, l'idée centrale de cette expérience de l'observateur est que la présence
d'une personne ou d'un capteur ou d'un outil de mesure change le comportement de la matière. Et vous comprenez pourquoi ça a retourné le cerveau de beaucoup de physiciens, parce qu'on est dans le monde du solide, de la matière, du concret. Comment être là ou pas peut changer le résultat. Et cette expérience m'a tellement fasciné que le nom de ma chaîne, L'Observateur, vient de cette expérience. Voilà, vous le savez aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas. C'est de là que vient le nom L'Observateur, rien à voir avec le journal L'Observateur ou avec une personne qui observe. Ça fait référence à la physique quantique, à cette expérience de la physique quantique, qui est un énorme point d'interrogation, qui est au passage un sujet passionnant, fascinant et quasi interminable lorsqu'on s'y plonge. Mais le problème, c'est que les adeptes de la loi de l'attraction et du New Age ont perverti, exploité l'expérience de l'observateur pour en faire une philosophie de vie. Et donc, ce qu'ils ont commencé à dire, c'est que si la présence dans l'expérience de l'observateur peut modifier le comportement des particules élémentaires, ou peut modifier le résultat de l'expérience, je ne sais pas si on peut parler de comportement dans le cas d'électrons, eh bien, la pensée peut modifier la matière. Et vous aurez compris qu'on est dans une extrapolation plutôt exagérée. Ce qui fonctionne pour l'infiniment petit ne fonctionne pas forcément à grande échelle. Si on arrive à faire atteindre à certaines particules élémentaires la vitesse de la lumière ou presque la vitesse de la lumière dans des accélérateurs, on n'arrive pas à faire atteindre à un avion ou à un objet beaucoup plus grand cette même vitesse. Ce qui s'applique à l'infiniment petit ou au quantique ne s'applique pas forcément à la vie de tous les jours et au monde physique d'une façon générale. Et le problème de la loi de l'attraction, comme tous les scams, prend un bout de vérité, donc une expérience réelle, vraie, vérifiée de la physique quantique qui concerne l'infiniment petit, pour l'appliquer à l'ensemble du monde matériel. Et voilà comment on arrive à cette débilité que par la pensée tu peux changer le monde réel. Et c'est ce qu'on appelle un sophisme, un argument, un raisonnement faux malgré une apparence de vérité. Le sophisme prend une base vraie pour attirer le chaland, pour essayer d'argumenter ou de créer un argument, et le transpose de manière complètement irrationnelle et fausse à un autre domaine, pour en conclure un raisonnement. Mais c'est pas parce qu'on a pris une base vraie qu'on a ensuite détourné que le raisonnement est juste. Et donc, rien n'a jamais prouvé que ce qui s'applique aux particules élémentaires s'applique à l'argent, à la réussite, à la santé. C'est une extrapolation complètement débile. Et en plus fausse, parce que finalement, on ne fait pas faire aux électrons ce qu'on veut. Les électrons se comportent comme des ondes ou comme de la matière. C'est tout. Ils font pas autre chose. Tu peux pas leur faire danser un ballet, tu peux pas les envoyer dans toutes les directions. Donc il y a que deux options possibles. L'expérience de l'observateur ne fait pas faire par la pensée n'importe quoi aux électrons. Il y a que deux résultats possibles. Ou c'est de la matière, donc deux fentes, ou c'est une onde et donc des interférences. Point. Si tu commences à penser à un électron qui fait du skateboard, tu vas pas voir ça dans ton expérience, je te le garantis. Mais pour nuancer un peu mes propos, ce que je veux dire, c'est que si vous vous intéressez à ce phénomène, la loi de l'attraction, de manière curieuse, comme on s'intéresse aux extraterrestres ou à la science-fiction, eh bien, il y a une manière de le faire. Faut pas prendre mes propos pour quelqu'un qui dit que c'est de la merde, c'est inintéressant. On peut trouver ça intéressant comme on peut trouver la science-fiction intéressante ou les extraterrestres ou les ovnis intéressants. On peut s'intéresser à un domaine du moment qu'on est raisonnable et rationnel dans son approche. Et si vous vous intéressez à la loi de l'attraction, si vous vous intéressez au New Age de manière curieuse sans vous perdre dans ce délire, il y a un excellent livre qui m'a fasciné parce que, oui, comme tout milléniaux qui se respectent, j'ai moi aussi lu et consommé du New Age. On est tous passés par là.
Qui n'a pas lu Think and Grow Rich, qui n'a pas lu Plus malin que le diable, qui n'a pas lu Le Secret? Alors moi, j'ai pas lu Le Secret, hein. J'ai lu autre chose, mais pas Le Secret, ça, j'ai pas pu. Mais on est tous, d'une manière ou d'une autre, un jour tombés dans ça. Et comment y échapper? C'est-à-dire que les 20, 30 dernières années, on a tellement tartiné ces concepts qu'on les trouve partout. Tu tombes dessus par accident. Si c'est pas une vidéo YouTube, c'est un ami, une connaissance qui te recommande tel ou tel livre. Et moi, je suis tombé sur la question de la loi de l'attraction au travers d'un livre de Vadim Zeland, Transurfing, et qui est très honnêtement le meilleur livre en la matière. Si la loi de l'attraction vous intéresse, lisez ce livre. Pourquoi? Parce qu'il est bien écrit, parce qu'il est intéressant, et parce que, je dois l'admettre, il fait un peu rêver. Même si on n'y croit pas, même si on sait que c'est faux, il fait un peu rêver. Il fait un peu voyager comme un roman fantastique pourrait vous faire voyager. Il aborde la question de la loi de l'attraction au travers de la physique quantique, de l'expérience de l'observateur. C'est un peu son angle d'attaque, hein. C'est comme ça qu'il introduit son livre. Et de ce qu'il appelle aussi l'espace des variantes. D'ailleurs, le premier livre, et c'est le plus intéressant, hein, si vous devez lire un de ces livres, c'est le seul que je vous recommande, Vadim Zeland, Transurfing, l'espace des variantes. Et pour résumer, l'idée qu'il développe, c'est qu'on existe dans une quantité illimitée d'univers parallèles, et en fonction de ce qu'on pense ou de ce à quoi on pense, on glisse d'une réalité à une autre ou d'une réalité vers une autre. Et c'est un peu différent de ce qu'on trouve en général dans les autres livres au sujet de la loi de l'attraction. C'est pas que tu modifies ta réalité par la pensée, c'est que il y a plein de réalités qui existent, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler le multiverse, il y a plein de mondes parallèles qui existent, et tu existes dans des versions différentes, dans différents mondes. Donc il y a de multiples versions de toi qui vivent des vies parallèles et différentes dans différents mondes. Et en fonction de ce que tu penses ou en fonction de ta manière de penser, tu glisses d'un monde à l'autre. Tu glisses d'une version de toi à une autre. Alors on va être d'accord, hein, on nage dans le New Age, on nage dans la science-fiction. Mais n'en demeure pas moins que j'ai trouvé l'idée géniale. Moi ça m'a fasciné, moi j'ai lu ça comme de la science-fiction, j'ai adoré, ça m'a fasciné, ça m'a marqué, tout en sachant que, bon, faut être un peu raisonnable et pas trop se perdre dans ces histoires. Moi c'est un livre qui m'a fasciné. Et il m'avait été offert pour mon anniversaire par une de mes ex, Aïdana, qui était fascinée par ça. Elle faisait de la méditation, elle passait des heures, elle faisait du spiritisme. Elle m'avait raconté qu'elle avait fait un voyage dans un monde parallèle. Elle était perchée, hein. Elle était perchée. Par contre, le point positif, comme toutes les gonzesses qui nagent dans le spiritisme et dans le New Age, c'était une baiseuse extraordinaire. Une baiseuse de malade. C'est peut-être le seul point positif des gauchistes. C'est des baiseuses de fous. Mais on ne fait pas de famille avec. Voilà. Vous connaissez mon avis sur la question. La gauchiste, c'est très bien pour baiser, pour s'amuser, mais quand tu veux faire des gamins, tu prends une catholique traditionnelle de droite. Là, tu seras tranquille. Je fais un peu de provoque en disant catholique, mais vous avez compris l'idée. Une femme traditionnelle. Voilà, une femme traditionnelle de droite. Et j'ai beaucoup observé ça, en fait. Les gauchistes sont très bien pour s'amuser. Les femmes de gauche, hein, les hippies en pyjama, c'est génial pour s'amuser, c'est des baiseuses de ouf. Mais dès que tu veux te poser, faire des choses sérieuses, ça marche pas. Et en général, c'est souvent la gonzesse pépère qui a eu 2-3 copains dans sa vie, ou aucun, ou zéro, qui fera une bien meilleure compagne ou une bien meilleure mère pour les choses sérieuses. Mais Aïdana, bon, vous avez compris qu'elle tombait dans la case baiseuse intergalactique qui baignait dans le New Age. Et elle était russophone, elle était kazakh russophone, une femme magnifique. L'une des plus belles gonzesses que j'ai jamais croisées dans ma vie, j'ai pas vu et j'ai pas fait mieux depuis. C'est un truc, dans la vie il y a des choses qui nous marquent, elle m'a marqué. Et le New Age est très présent dans la culture russe, hein, c'est un truc de fou. C'est extrêmement populaire dans le monde russophone. Et pourquoi le livre de Vadim Zeland m'a fasciné? Tout d'abord, je trouvais cette idée très séduisante, cette idée du multiverse qui est aussi développée dans la physique quantique de manière très sérieuse, et l'idée que dans ces univers parallèles qui existent, eh bien, on peut se déplacer, on peut surfer d'un univers à un autre en fonction de la manière dont on pense. Et j'ai trouvé ça intéressant, que ça soit vrai ou pas, on s'en fout. J'ai trouvé le concept très stimulant pour l'intellect.
D'autant plus qu'à l'époque, j'étais fan d'une série que vous devez connaître qui s'appelle Sliders, du mot slide, glisser, et qui reprenait exactement ce même concept de la physique quantique, des mondes parallèles. Et c'était un groupe de voyageurs. Il y avait un professeur en physique quantique, j'imagine, et son élève, et d'autres personnes qui voyageaient avec eux, qui s'étaient perdus. À force de glisser d'un monde à un autre, ils n'arrivaient plus à retourner au monde initial. Et les mondes parallèles étaient différents avec une petite subtilité. Par exemple, à un moment, ils glissent, ils voyageaient au travers d'une porte qui permet de passer d'un univers à un autre. Ils arrivent dans ce nouvel univers et ils pensent être rentrés à la maison. Tout est pareil, l'Amérique comme ils l'ont connue. Et à un moment, ils voient que le pont de San Francisco est jaune. Il n'est pas rouge, il est jaune. Donc ils ont compris qu'ils ne sont pas arrivés dans l'univers initial ou dans le monde initial. Et c'est intéressant parce que ça nous montre aussi que les différences entre les mondes parallèles ne sont pas énormes. C'est pas des mondes complètement différents. On peut avoir les mêmes humains, les mêmes maisons, les mêmes voitures, mais on arrive par exemple dans un monde où les Allemands ont gagné la guerre. Donc les nazis sont à la tête du monde. Et on voit à quoi ressemble un monde où les nazis ont gagné la guerre. Et l'un des derniers épisodes est très intéressant. Je vais vous le spoiler, donc bouchez-vous les oreilles. Il arrive chez lui. En fait, ces voyageurs finissent par arriver dans le monde initial. Et à un moment, il ouvre la porte, il va rentrer dans sa maison et il se souvient que le portail grinçait. Et il tente de vérifier le portail pour savoir si c'est bien le bon monde dans lequel il est arrivé. Et là, le portail ne grinçait pas. Et il se dit, merde, c'est pas le monde initial. Je me suis encore trompé. Sauf qu'on voit que pendant son départ, sa mère avait graissé, elle avait mis de l'huile sur la porte qui ne grinçait plus ou sur le portail. Donc finalement, il est arrivé dans le monde initial sans le savoir, et malheureusement, il est reparti, et forcément, il est reparti pour je ne sais combien d'autres années à slider, à glisser d'un monde parallèle à un autre. Une série extrêmement intéressante et extrêmement stimulante pour l'imaginaire et pour la question des mondes parallèles et du multiverse, pour ceux qui s'y intéressent. Et ma conclusion ou mon avis à ce sujet, c'est que le New Age ou le développement personnel ou la loi de l'attraction n'est ni bon ni mauvais en fonction de ce qu'on en fait. Si on le lit comme une curiosité, si on s'intéresse à la loi de l'attraction, si on lit Vadim Zeland, Transurfing, comme on lit de la science-fiction, il n'y a pas de problème. Voilà, tu vas t'amuser, tu vas passer un bon moment, le livre est pas trop mal écrit, ça mélange des notions de la physique quantique avec une espèce d'imaginaire, et pourquoi pas. Le danger, c'est quand tu prends ça au pied de la lettre et t'essayes de vivre en fonction de cette philosophie et tu penses que vraiment tout ce que tu penses va modifier ton univers, ton monde physique, c'est là que ça devient dangereux. Et tout n'est pas forcément mauvais. Si on prend l'exemple d'Eckhart Tolle ou d'Eckhart Tolle avec son livre Le pouvoir du moment présent, best-seller mondial, toutes les personnes qui s'intéressent au développement personnel ont un jour lu ou connu ou entendu parler du pouvoir du moment présent. Et ce livre, comme tous les livres de développement personnel, a des points positifs, mais il peut aussi devenir dangereux. Les points positifs, c'est quoi ? Le livre, ou au cœur de ce livre, c'est quoi ? Il nous dit que la majorité de nos problèmes sont dans le passé ou dans le futur. C'est-à-dire qu'on se tracasse, qu'on s'inquiète lorsqu'on ressasse le passé ou lorsqu'on se projette dans le futur de manière excessive. On a peur d'être au chômage, on a peur de ne pas pouvoir payer ses factures, on est anxieux. Et il dit que être anxieux pour un truc qui n'est pas encore arrivé, c'est inutile. C'est même stérile. D'où l'intérêt, selon Eckhart Tolle, de savoir revenir dans le présent et se dire, là tout de suite, ça va. Ça sert à rien de ressasser le passé ou de trop s'inquiéter pour le futur. Là tout de suite, à un instant T, je vais bien. Le passé, je ne peux pas le changer. Et le futur n'est pas encore là. Donc ça sert à rien de hyper dramatiser les choses. Donc est-ce que dans l'absolu, c'est un livre de développement personnel qui est mauvais ? Non. Non, le conseil pris tel quel n'est pas mauvais. Le livre peut se résumer en une ligne. Ne pas se tracasser pour ce qui est passé ou pour ce qui n'est pas encore arrivé. C'est tout. C'est tout. Si tu as compris ça, tu n'as même pas besoin de le lire. Après, le danger, c'est quand tu commences à prendre ça au pied de la lettre. C'est-à-dire que tu es tout le temps dans le présent,
t'es ancré, tu t'en fous de tout, demain on s'en fout, l'année prochaine on s'en fout, il n'y a pas besoin de planifier, le moment présent, tu mets un pyjama, tu vas faire du yoga sur la plage. Ça, c'est pas une façon de vivre. Parce que la vie, c'est pas que ça. La vie, c'est aussi de la planification. La vie, c'est aussi des responsabilités. Si tu ne prévois rien pour demain, je te garantis que ça va être compliqué. La vie, c'est aussi savoir digérer le passé. Parce que tout ce que tu n'as pas intégré, analysé en termes d'angoisse, de traumatisme du passé, continuera à te hanter pour le restant de tes jours. Donc le moment présent, c'est bien, mais si tu as un passé difficile qui continue à te hanter, à un moment, il faudra peut-être penser à régler ces choses. Et tout est une question de mesure. Tout dépend de comment tu prends ce livre ou comment tu le lis. Si tu me dis, est-ce que c'est un bon livre? Je vais te dire, ça dépend de toi. Si tu le prends pour ce qu'il est, un livre qui te donne des conseils pour te dire, de temps en temps, il faut revenir au présent, ne pas s'inquiéter excessivement pour le futur et pour le passé. Oui, pourquoi pas? C'est un livre qui n'est pas mauvais. Si tu le prends au premier degré, au pied de la lettre, t'arrêtes de planifier, t'essayes d'oublier le passé sans régler tes problèmes, et t'es tout le temps ancré dans le présent à faire du yoga en pyjama sur une plage, c'est pas une façon de vivre. Tu auras des problèmes, ton passé va te hanter et ton futur sera une catastrophe parce que tu ne l'as pas préparé. Et l'autre information utile qu'on pourrait traduire, mais d'une manière beaucoup plus simple, euh, autour de la loi de l'attraction ou de cette question des pensées qui nous influencent, ben, il est admis scientifiquement que les pensées négatives ou le stress produit des hormones. Le stress, c'est pas une vue de l'esprit, ça se traduit par une production d'hormones et une production peut-être excessive d'hormones. Notamment le cortisol qui est l'hormone du stress et qui, sécrété en grande quantité, peut devenir problématique. On sait par exemple que les cellules cancéreuses raffolent du stress. Les cellules cancéreuses raffolent de deux choses. Elles raffolent du stress et elles raffolent du sucre. D'ailleurs, les fluides qu'on injecte dans le corps pour faire du dépistage de cancer sont chargés en glucose, en sucre, parce que les cellules cancéreuses l'absorbent très très vite. Donc, si tu veux avoir un cancer, ce que tu fais, c'est que tu manges beaucoup de sucre rapide, et tu stresses. Et là, il est possible que tu en déclenches un, bien sûr avec des prédispositions génétiques. Donc dire que ménager ses pensées et ménager son stress est une façon de rester en bonne santé, c'est pas déconnant. Et si c'est vraiment ce que tu as extrait ou ce que tu as compris du développement personnel et de la pensée positive, bon, c'est pas dramatique. C'est du bon sens. Oui, un stress excessif, on n'est pas fait pour ça. En fait, on est fait pour sécréter les hormones du stress très rapidement dans notre évolution, pour fuir un prédateur, un animal qui te court après. C'est fait pour être explosif et très court. Le problème du monde moderne, c'est que on a une espèce de stress qui est permanent. On stresse du matin au soir. Et on n'a pas évolué pour ça. On n'a pas évolué pour avoir des sécrétions de cortisol ou d'adrénaline de manière constante. C'est des hormones qui sont là de manière extrêmement ponctuelle et utile. Tu as une explosion d'adrénaline, c'est pour te sauver, c'est pour fuir, et ensuite l'adrénaline retombe. Si tu as une sécrétion d'adrénaline toute la journée parce que tu as peur, ça va finir par impacter ton corps. Donc maîtriser son niveau de stress et maîtriser ses pensées, oui, c'est une manière d'être en bonne santé. Mais t'as pas besoin de toute la diarrhée New Age pour arriver à cette conclusion. N'importe quel bon médecin te le dira. N'importe quelle étude scientifique un peu sérieuse te le dira. Le stress, c'est le mal du siècle, c'est la maladie du siècle. T'as plein de gens qui pensent être malades, mais ce n'est que le collatéral du stress. Des mal de tête, des mal de dos, des douleurs, mais ce n'est qu'engendré par le stress. Il y a une grande part de somatisation, c'est-à-dire le cerveau qui déclenche des douleurs un peu partout dans le corps, mais c'est des douleurs qui n'existent pas vraiment. Tu vas voir ton médecin, il va dire oui, tout est bon, les analyses de sang sont bonnes, vous n'avez rien, et toi tu es là, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal au cul, je me sens cassé en mille morceaux, sauf qu'il n'y a rien qui sort, ni dans les scanners, ni dans les analyses de sang, ni tout est bon. Et ça, c'est une grande part de somatisation, probablement provoquée par le stress. Pas que, c'est toujours multifactoriel. Il faut faire très attention lorsqu'on n'est pas professionnel de santé et qu'on donne comme ça des diagnostics. Il faut faire très attention, il faut être vigilant avec ça. Mais il est admis que le stress provoque des problèmes physiques avec une grande part de somatisation, c'est-à-dire des maladies qui n'existent pas mais qui nous font souffrir.
Et c'est sur ça que je conclurai ce podcast au sujet de la loi de l'attraction et du New Age qui englobe un peu tout ça. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, c'est pas le New Age, c'est une partie du New Age. Dans le New Age, vous mettez le yoga, la méditation, l'ésotérisme, et la loi de l'attraction et l'expérience de l'observateur, c'est une partie du New Age, mais c'est devenu une partie plutôt dominante ces dernières années. Et le conseil que je donnerais, sans dire que tout est blanc ou tout est noir, je sais qu'il y a des gens qui raffolent de ça, moi-même, je vais vous l'avouer, je suis un peu tombé dedans. Ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de le prendre pour ce que c'est. Si vous le lisez comme vous lisez de la science-fiction, comme vous regardez des séries de science-fiction, Star Trek, Sliders, et que c'est comme ça que vous consommez le New Age et la loi de l'attraction, il n'y a pas mort d'homme. Vous pouvez continuer à le faire. Et moi, voilà, Transurfing, tout en sachant que c'est du pur jus New Age, loi de l'attraction, j'ai kiffé, j'ai adoré ce livre. C'est un livre qui m'a marqué. Il m'a fait voyager, il m'a fait rêver. Les mondes parallèles, le multiverse, c'est un domaine de la physique quantique qui me fascine. Et lire ça dans ce contexte ne vous fera pas de mal. Ou du moins, pas plus de mal que de la science-fiction ou qu'un manga ou qu'un roman fantastique. Ça vous fera pas plus de mal que le Seigneur des Anneaux. Par contre, lire ça, en faire une vérité, essayer de se soigner avec ça, ça devient dangereux. Lire ça en pensant que ça va traiter un cancer par la pensée positive, en pensant que ça va soigner une dépression par la pensée positive, c'est là que ça devient dangereux parce qu'on substitue à la science, aux thérapies sérieuses, du charlatanisme. Et à mon sens, c'est là qu'il faut savoir s'arrêter et se poser les bonnes questions. Le New Age et la loi de l'attraction, pris au sérieux, pris au premier degré et utilisé pour soigner, ce n'est ni plus, ni moins que du charlatanisme. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.